Eldon est une petite ville. On y fait pas mal de rodéos. Mes enfants en font depuis qu'ils ont 2 ans. Le créateur de la série Petticoat Junction a aimé la ville et il s'en est inspiré pour imaginer son histoire. C'est une ville simple, très tranquille, très conservatrice. Chacun se mêle de ses affaires. La plupart des gens sont chouettes. Et puis, il y a les autres. Une mère célibataire, Brandy Matthews, a disparu en septembre 2006. C'est dingue que la police ait refusé de nous aider, alors qu'on savait que ce n'était pas normal. Quand je me suis levé, elle était partie. Elle avait jamais fait ça. On l'a décapitée avec une pelle. Quelqu'un s'en est pris à elle. Il y avait un monstre parmi nous. J'aime jardiner. C'est une activité paisible qui m'aide à me déstresser. Quand j'ai de la peine, je vais dans mon jardin et ça me fait du bien. Brandy Matthews était ma fille et aussi ma meilleure amie. Brandy vivait à Eldon, dans le Missouri, et moi à Lincoln, en Arkansas, avec mon second mari. Elle me téléphonait 3 à 4 fois par jour, et ça énervait mon mari. Il disait « Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à vous dire de plus qu'il y a 2 heures ?» Quand elle a rencontré Bobby, elle devait être en première. Ils ont décidé de se marier. Les problèmes entre eux ont commencé après la naissance de Caleb. Bobby sortait beaucoup. Il buvait et faisait la fête, pendant que Brandy était seule à la maison. Il perdait sans arrêt son boulot. Elle a fini par en avoir assez et elle l'a quitté. En septembre 2006, j'avais mon petit-fils Caleb à la maison en Arkansas. Brandy était censée venir le chercher. Elle m'a téléphoné et on s'est disputé. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. J'ai essayé de la rappeler, mais elle ne m'a jamais répondu. J'avais un mauvais pressentiment. Quand elle n'est pas venue chercher Caleb, j'ai su qu'il lui était arrivé quelque chose. Il était toute sa vie. On a une petite ferme et 2 jeunes bœufs. Brandy était une chouette grande sœur. Quand on était petit, on allait pêcher des écrevisses ensemble. Ça ne lui ressemblait pas de ne pas appeler ou écrire à notre mère. Ça, c'est moi avec ma sœur. J'ai essayé de l'appeler, d'appeler ses amis, de savoir si elle était au travail. J'ai tout fait pour retrouver ma sœur. J'ai commencé le rodéo à l'âge de 12 ans. Avec des amis, on a décidé d'en lancer un. J'ai monté les taureaux pendant 10 ans et j'ai vraiment adoré faire ça. C'est du sport. Voici quelques photos de moi en train de monter. J'ai eu une triple fracture de la jambe. Je me suis cassé les coudes. Un ami m'a dit qu'on avait dû me réanimer dans l'ambulance. Tout ce que je sais, c'est que la facture de l'hôpital était salée. Mais j'étais jeune. Je n'avais pas froid aux yeux à l'époque. Quand Brandy a disparu, c'est comme si on m'avait arraché une partie du cœur. J'ai téléphoné à Bobby, le père de Caleb, tous les jours pour avoir des nouvelles. J'ai appelé tous les gens que je connaissais, mais personne ne l'avait vu. J'habitais à Lincoln, dans l'Arkansas. Alors avec mon mari, on est allé au poste de police de Lincoln. Je leur ai dit que Brandy était introuvable. Et ils m'ont répondu que ce n'était pas un crime de disparaître.
qu'elle allait sûrement bien et qu'il n'ouvrirait pas d'enquête. Alors, je suis allée dans le comté de Miller, dans le Missouri, mais les policiers m'ont dit la même chose, qu'un adulte avait le droit de disparaître. Personne ne voulait rien faire. J'étais effondrée. Personne ne voulait m'aider. Alors j'ai démarré ma propre enquête. On a collé des affiches partout où c'était possible. On a organisé une course de 5 km pour faire parler de notre cause. La communauté nous a été d'un grand soutien. Tous les commerces ont accepté de mettre notre affiche en vitrine. Ça faisait chaud au cœur de voir des inconnus nous dire « On pense à vous et on prie pour vous ». Il y avait des affiches partout en ville, dans les cabines téléphoniques, les stations-service, les restaurants, vraiment partout. Je n'ose pas imaginer ce que sa mère a dû traverser. C'est terrible. J'avais croisé Brandy quelques fois. Elle avait l'air d'être une fille adorable. Thanksgiving est arrivé. Toujours pas de nouvelles de Brandy. Puis Noël et toujours rien. Ensuite, ça a été l'anniversaire de Caleb. Certains matins, je me réveillais persuadée qu'elle était morte. Et puis le lendemain, je me disais qu'il y avait encore un espoir. J'enquête sur les personnes disparues, soit en tant que journaliste, soit pour une association, soit à titre personnel, depuis 2005. Bonjour, ça va? Bien et vous? Pas trop mal. Vous pourriez m'en imprimer 5 exemplaires, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. J'ai entendu dire qu'une personne avait disparu dans cette zone. J'ai appelé la mère de Brandy, Diana Roberts, et elle m'a raconté qu'elle avait tenté de signaler la disparition de sa fille auprès de plusieurs postes de police, mais que tous avaient refusé de prendre sa déposition. En tant que journaliste, ça m'a mise en colère. Quand on explique à des policiers qu'un proche a disparu, la moindre des politesses, c'est de nous écouter, et ils ne l'ont même pas fait. C'est des... Diana n'en peut plus. Elle retourne une fois de plus à Osage, dans le Missouri, pour tenter de signaler la disparition de sa fille. Nouveau refus. Cette fois, elle s'assoit dans le hall du poste de police et elle fond en larmes. Un inspecteur passe par là, il voit cette femme qui pleure et s'arrête pour lui parler. Elle lui explique que personne ne veut prendre sa déposition. Et le policier lui répond « Venez dans mon bureau, je vais enregistrer la disparition. » Et voilà comment l'enquête a débuté. Le problème, c'est que Diana vivait en Arkansas et elle ne savait pas quelle juridiction était compétente. Parce qu'on ignorait où se trouvait Brandy au moment de sa disparition. Les forces de l'ordre rechignaient à enquêter sur une disparition qui concernait peut-être une autre juridiction. La police a-t-elle eu tort de ne pas prendre cette déposition? Personnellement, je dirais que oui. Oui, c'était une erreur. Au début de l'enquête, la famille de Brandy Matthews nous a appris qu'elle était mariée avec Bobby Matthews. Celui-ci nous a dit que son dernier contact avec elle remontait à la fin de l'été 2006, juste avant sa disparition. Bobby était calme et son attitude posait question. Pourquoi n'était-il pas excédé par la lenteur de la réaction de la police? On ne savait pas quoi penser de lui.
Bonjour. Bonjour. J'aimerais un milkshake au caramel et une petite portion de frites. À emporter? Sur place. Brandy et moi étions amis depuis l'âge de 15 ans. On passait toutes nos journées ici quand on était ados. C'était notre point de ralliement. On avait beaucoup d'amis et on s'amusait bien. Brandy était notre rayon de soleil. J'aimais son anticonformisme. Son enthousiasme était contagieux et attractif. Quand elle a disparu, je crois qu'on a tous eu la même intuition. Il lui était arrivé quelque chose. L'un de nous a même dit que Kelly Cimino, le nouveau petit ami de Brandy, y était sûrement pour quelque chose. J'aimais bien Kelly, parce qu'il était sérieux. Il avait une entreprise de lavage de carreaux et il était DJ à mi-temps. Il aimait beaucoup Brandy. Kelly Cimino a confirmé qu'il était en couple avec Brandy. Ils étaient ensemble depuis environ 1 an et demi. Lorsqu'à l'été 2006, ils ont mis un terme à leur relation. Kelly était contrarié. Il était contre cette séparation. Après leur rupture, Brandy s'est mise à fréquenter un certain Andy Brown, qui travaillait dans un magasin de pneus. On sait tous que la jalousie est un moteur surpuissant. Ces 2 hommes étaient-ils impliqués dans la disparition de Brandy à cette période? Un soir, mon fils Colby m'a téléphoné. Il m'a dit « Un ami vient de m'appeler pour me dire qu'on a retrouvé des restes humains à Eldon. Mais je ne peux pas dire avec certitude s'il s'agit de Brandy. » J'ai travaillé dans les forces de l'ordre pendant 20 ou 25 ans. J'ai procédé à de nombreuses arrestations et je me suis fait une réputation. Prénom, nom, l'inflexible. Voilà comment on me surnommait. J'ai bossé sur des homicides sanglants et sur des accidents de la route. Le plus dur dans ce métier, c'est tout ce qu'on voit et qui reste à jamais marqué au fer rouge dans notre mémoire. Il devait être 17-18 heures, peut-être 19. Le shérif m'a appelé chez moi pour me dire qu'on avait peut-être retrouvé un crâne sous un pont et il m'a demandé d'aller y jeter un œil. À ce qu'on m'a dit, une dame promenait son chien. Il est passé sous le pont, elle l'a suivi et elle a trouvé ce qu'elle pensait être un crâne. À mon arrivée, l'adjoint m'a dit que c'était un faux. Je lui ai dit « Vous voulez descendre ?» Non, alors j'y vais. La rivière était à sec. J'ai d'abord examiné ce côté. J'ai vu une mâchoire et des dents. Je n'en revenais pas. C'était bel et bien un vrai crâne. Il n'y avait rien d'autre qu'un crâne avec quelques vertèbres attachées. J'ai pris soin de l'emballer correctement pour l'envoyer au labo. Ensuite, j'ai cherché le reste du corps. On a organisé des fouilles après la découverte du crâne. On est parti plus ou moins de l'autre pont, près de l'autoroute, et on a fait 4 ou 5 kilomètres dans cette direction. J'ai fait venir un chien détecteur de cadavres, ainsi que quelques hommes pour une battue. On a trouvé une basket et quelques ossements. On pensait que c'était des os humains, mais les analyses ont montré qu'ils appartenaient à des animaux. Je suis resté ici pendant 3 ou 4 jours.
On a pelleté de la terre qu'on a tamisée à la recherche de fragments d'os humains. Mais ça n'a rien donné. On n'avait plus qu'à attendre que les analyses nous disent à qui était ce crâne. Il a fallu du temps pour identifier à qui était le crâne. Il a été envoyé au laboratoire d'analyse scientifique. On a obtenu les documents dentaires de Brandy Matthews. Ils ont été comparés aux dents retrouvées sur le crâne et la victime a pu être identifiée. Il s'agissait bien de Brandy Matthews. Quand ce crâne a été retrouvé, on s'est dit, c'est forcément elle. Personne d'autre n'a disparu à Eldon. Elle était morte. Personne ne pourrait plus nous la ramener. Je ne souhaite ce genre d'épreuve à personne. Il a fallu encaisser. Le choc d'avoir pendant si longtemps, d'abord d'avoir douté, puis de l'avoir cherché pendant 1 an, et soudain de l'avoir trouvé. Je ne pouvais plus travailler, je n'arrivais à rien. Ma santé en a pris un coup. Elle ne reviendrait plus. Je voulais que justice soit faite. Dans cette affaire, il n'y avait aucune cellule de peau, aucune empreinte digitale. Tout ce qu'on avait comme point de départ, c'était ce crâne. Les marques qu'il portait avaient été faites après le décès, à l'aide d'un outil similaire à une pelle. Les marques de coups violents indiquaient que le corps avait été décapité. Au vu de ces éléments, quelqu'un avait clairement tenté de maquiller son méfait. Ce n'était plus une affaire de personnes disparues. Ce n'était plus une enquête sur une mort naturelle. C'était un homicide. J'ai aucun souvenir de ma mère. J'étais très jeune quand elle a disparu. J'ai aucun souvenir d'elle. C'est dur, j'aimerais bien m'en souvenir. Mais d'un autre côté, c'est sympa d'entendre ce que les gens disent sur elle, que c'était quelqu'un de bien, qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle était prête à tout pour moi. Ma grand-mère m'a élevé de 3 à 19 ans. La raison pour laquelle mon père ne m'a pas pris avec lui quand ma mère a disparu, c'est parce qu'il était sur la mauvaise pente. Il buvait beaucoup et il n'était pas apte à m'élever. Alors mes grands-parents m'ont pris chez eux. Quand les gens ont su qu'il s'agissait de Brandy, ils se sont indignés et certains ont pris peur. On avait quand même retrouvé son crâne sous un pont. Le crâne a été retrouvé à quelques kilomètres seulement du domicile de Brandy, à Eldon, dans le Missouri. Ça réduisait la liste des suspects potentiels. Certains devaient être de la région, et plus précisément d'Eldon. C'est ici, pendant un rodéo, que Brandy et Bobby se sont rencontrés. On allait souvent en voir parce que mon frère montait des taureaux. Et le frère de Brandy faisait aussi du rodéo. Bobby était très svelte avec des yeux sombres. Brandy et lui se tenaient sans arrêt par la main. Ils ne se quittaient pas des yeux. Ça avait l'air de marcher entre eux. Ils étaient ensemble depuis 1 an quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Bobby battait Brandy. Je sais qu'elle a appelé la police au moins 2 fois pour violence conjugale. Et puis un jour,
Elle en a eu assez. Après leur séparation, Brandy a vite été débordée. Elle s'est inscrite à l'université. Elle avait toujours rêvé de devenir biologiste marin et elle a décidé de prendre des cours. Brandy a engagé un avocat pour divorcer de Bobby. Mais il a refusé de signer les papiers du divorce parce qu'il l'aimait et qu'il croyait qu'ils finiraient par se remettre ensemble. On avait interrogé Bobby Matthews, Kelly Cimino et Andy Brown à plusieurs reprises pendant 18 à 24 mois. Il n'y avait rien de particulièrement notable ou frappant chez eux. Mais après avoir retrouvé le crâne de Brandy, on a repris les interrogatoires, bien décidés à n'omettre aucun détail. On a commencé par Andy Brown. Pendant l'été 2006, Brandy a rencontré un jeune homme du nom d'Andy Brown qui travaillait avec son père dans un magasin de pneus. Ils se sont mis en couple. Entre eux, les choses se passaient plutôt bien, sauf que Kelly refusait de les laisser tranquilles. On s'est dit qu'Andy était peut-être un peu jaloux. Andy a raconté aux enquêteurs qu'un soir, Brandy est tombée en panne, à 50 ou 60 km de chez lui, et qu'elle l'a appelé à l'aide. Il y est allé, et quand il est arrivé sur place, il a découvert que Brandy conduisait la voiture de Kelly Cimino. Pour lui, ça a été un choc énorme de découvrir sa copine au volant du véhicule de son ex. Imaginez ce qu'il a dû ressentir. Andy Brown était très proche de Brandy à l'époque du meurtre. Alors, comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il s'est mis en colère? Suffisamment peut-être pour tuer Brandy? Et voici le centre-ville d'Eldon et la rue principale, avec sa supérette et son restaurant. Je suis serveuse, alors j'entends toutes sortes de conversations. Les gens se demandaient qui avait fait le coup. Tout le monde était choqué, parce que ce genre de choses n'arrive jamais chez nous. Et là, une femme avait été tuée. De mon côté, j'espérais qu'il finirait par trouver le meurtrier de Brandy. Quelqu'un était au courant de cet homicide, mais qui? On a laissé traîner nos oreilles dans la rue, on a interrogé nos informateurs, des gens que j'avais arrêtés. Vous savez quelque chose? Non. Personne ne savait rien. Il est ressorti de nos interrogatoires que l'ex-petite amie de Brandy, Kelly Cimino, cherchait sans arrêt à entrer en contact avec elle, par téléphone ou par message. On est retourné le voir pour qu'il nous donne sa version de l'histoire. Kelly nous a dit qu'il avait vu Brandy pour la dernière fois le 20 septembre 2006. Après leur rupture, il a quitté le domicile pour s'installer dans un motel à Eldon. Kelly nous a dit qu'après leur séparation, Brandy l'avait appelé pour qu'il vienne la chercher au travail. Elle sortait avec un certain Andy. Il travaillait chez Goodyear, près du lac. Elle était bien? Brandy, elle m'envoie un message. Tu peux venir me chercher à Columbia? Pas question, demande à Andy. Si je me trompe pas, c'est ce que je lui ai répondu. Pourquoi Andy vient pas te chercher? On a compris que Kelly n'était pas ravi de cette situation. Il nous a ensuite dit que vers mi-octobre, donc environ un mois après la disparition de Brandy, celle-ci lui avait téléphoné. Il pense qu'elle l'appelait depuis la Caroline du Sud. Je pense qu'elle est retournée là-bas parce qu'elle s'y faisait plus d'argent. En Caroline du Sud? À Myrtle Beach. Elle empochait facilement 500 à 800 $ la nuit là-bas.
Elle était stripteaseuse. Brandy a commencé à danser juste avant sa rupture avec Bobby, parce qu'il n'avait pas de boulot et qu'il refusait de travailler. Elle ne savait pas comment subvenir aux besoins de Caleb, alors elle a fait ce choix. Elle disait que beaucoup d'autres femmes l'avaient fait, des avocates, des médecins, pour payer leurs études. Je la soutenais et j'étais là en cas de besoin. Quand les journaux ont annoncé la disparition de Brandy Matthews, ils ont mentionné qu'elle était stripteaseuse. Oui, et alors? C'était une maman. C'était une fille et une sœur. Elle avait un autre boulot et elle faisait des études. C'était un être humain. Beaucoup de gens disaient que la police ne la respectait pas à cause de sa profession. Ça me rendait dingue. On savait que Brandy était stripteaseuse. C'était un problème pour l'enquête. Ce type de profession allongeait considérablement la liste des gens qu'on devait interroger. Diana Roberts, la mère de Brandy, nous a informé que sa fille était très amie avec une autre danseuse du club, Yvette Gutiérrez, dont le nom de scène était Montana. Yvette nous a dit qu'elle avait habité avec Brandy pendant quelque temps, avant sa disparition, et qu'elle l'avait vue pour la dernière fois en septembre 2006. Après cet interrogatoire, Yvette a été arrêtée lors d'un contrôle routier à Osage Beach. Un policier a voulu vérifier sa plaque d'immatriculation et il a découvert qu'elle appartenait à Brandy Matthews. On savait que Brandy était morte. Alors, pour quelle raison Yvette roulait-elle dans notre ville avec sa plaque d'immatriculation? J'ai toujours eu l'impression qu'Yvette en savait plus que ce qu'elle disait, parce qu'elle était très mystérieuse. J'en suis venue à me demander ce qu'il s'était vraiment passé. Mon camping-car, mon chez-moi. T'es un bon chien. Je vis dans ce camping-car depuis 2 ans et demi. J'aime être libre et j'ai envie de faire ce que je veux. Pardon, c'est le bazar. J'ai tout ce dont je n'ai pas besoin. J'ai beaucoup travaillé hier soir. Mon nom de scène était Montana. Je dansais avec Brandy alias Face. J'ai rencontré Brandy au club de striptease et on est devenues très bonnes copines. On a bossé dans 4 clubs du Missouri. Voici une photo de nous. C'était quelqu'un de bien, elle avait une belle âme, une lumière intérieure. Je suis triste pour son fils, il ne connaîtra jamais sa mère, il ne saura jamais à quel point c'était une femme formidable. J'ai pris mon camping-car pour aller dans le Michigan. Je l'ai préparé entièrement pour ça. Je viens d'acheter cette robe de mariée. Elle est trop belle. Mais je me marierai pas. Personne ne veut d'une folle. En 2007, j'ai été contrôlée par la police. Ma plaque d'immatriculation ne m'appartenait pas. C'était celle de Brandy. En fait, le père de Brandy m'avait vendu une voiture, mais je n'avais pas de plaque. Brandy m'a dit, on va prendre une des miennes et la mettre sur ta voiture. J'ai dit d'accord, sinon je n'aurais pas pu circuler. Mais les policiers ont vérifié mon immatriculation et ils m'ont arrêté.
Quand j'ai vu les questions qu'il me posait pendant l'interrogatoire, j'ai compris que Brandy était décédée. Quand j'ai interrogé Yvette, elle m'a dit qu'elle ne savait pas que Brandy Matthews avait disparu. À ce stade, Yvette n'était pas suspecte, mais les informations qu'elle nous a fournies se sont révélées précieuses pour l'enquête. Je ne comprends pas pourquoi Brandy allait toujours vers des hommes de ce genre. Elle aurait pu avoir qui elle voulait, mais elle choisissait toujours les pires, des hommes qui la brisaient, qui lui faisaient du mal. Brandy et Bobby étaient séparés, mais toujours mariés. Bobby refusait de signer les papiers du divorce. Il voulait que Brandy reste sa femme, même s'il n'en fichait pas une rame. Quand on veut avoir une famille, on doit travailler pour subvenir à ses besoins, mais lui, il se tournait les pouces en laissant Brandy se charger de tout. Alors elle l'a quitté. Il était logique que les enquêteurs s'intéressent à Bobby Matthews, puisqu'il était marié avec Brandy. Et il avait apparemment déjà été violent avec elle. Pour gagner sa vie, Brandy était stripteaseuse. Bobby le lui reprochait-il? Est-ce qu'il voulait la garde de Caleb? Au cours des interrogatoires, Bobby a toujours vivement nié toute implication dans le meurtre de la jeune femme. Il disait qu'il n'était pas à Eldon quand elle a disparu. Et c'était à nous de vérifier cette information. Vous allez bien? Ça va? Tant mieux. J'ai traversé une période difficile avec mon fils Devin. On avait besoin d'un endroit où loger et Brandy m'a dit qu'on pouvait venir habiter chez elle. Elle vivait avec son copain Kelly dans une caravane à Eldon. Kelly était DJ au club où on dansait et il était très sympa. Mais il était comme le Dr Jekyll et Mr Hyde. C'était un manipulateur, un narcissique, un coureur de jupons. C'était une petite... Mon fils ne pouvait pas rester là, c'était trop le bazar. Dans cette affaire, on avait presque une centaine de personnes à interroger. Mais quand on a réussi à démêler les fils de l'enquête, on a compris qui était important et qui ne l'était pas. À ce stade, 3 hommes avaient eu la possibilité d'agir. Et ils avaient peut-être un mobile. Bobby, Andy et Kelly. On devait d'abord se concentrer sur eux. Rapidement, on a pu rayer Bobby Matthews de la liste grâce à ses données téléphoniques. Elles indiquaient qu'il n'était pas dans la région au moment de la disparition de Brandy. Mon père a été suspecté. C'est comme ça dans toutes les affaires. Quand l'épouse est tuée, on soupçonne toujours le mari en premier. Je devais avoir 6 ans quand on m'a expliqué ce qu'il se passait. Dieu impose les épreuves les plus dures aux personnes les plus fortes. Et c'est ce qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Bien entendu, on était à la recherche de preuves, d'éléments tangibles, de choses qu'on pouvait toucher et exploiter. Mais le problème, c'est qu'on ne trouvait rien sur ces suspects. On était dans l'impasse. J'y repense chaque jour, sans exception.
Je regrette de ne pas avoir parlé à la police plus tôt. Mais j'étais terrifiée. Quand j'ai vu au journal qu'ils avaient retrouvé une partie du corps, j'ai été soulagée. Je me suis dit qu'il avait sûrement laissé un peu d'ADN ou des indices. Je me sentais mal. Je me sentais tellement mal. J'avais envie de hurler, que je savais qui avait fait le coup. Après 2 ans d'enquête, j'avais besoin de l'aide des habitants d'Eldon. On a obtenu des infos, mais ça a pris du temps. Sarah Kolkmeyer était le chaînon manquant, la clé pour nous permettre d'élucider cette affaire. C'était en septembre 2006. J'étais chez moi avec mes jumeaux qui n'avaient que quelques mois. Leur père travaillait. J'ai entendu une voiture arriver. C'était mon ex-petite amie. On était séparés depuis pas mal de temps déjà. Il est descendu de voiture et il m'a demandé s'il pouvait me parler. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il s'est mis à pleurer. Il a dit « C'était moi ». J'ai dit « Comment ça ?» Il a dit « Je l'ai tué ». J'ai dit « Qui ça ?» Il a dit « Brandy ». Je lui ai brisé le cou. C'était Kelly. Kelly Cimino. Je ne savais pas quoi faire. J'étais seule avec mes 2 bébés. Kelly ne m'a pas menacée. Il savait qu'il n'avait pas besoin de dire « Tais-toi, sinon je te tue ». C'était sous-entendu. Il m'en avait fait voir de toutes les couleurs. Je savais de quoi il était capable. Si j'avais parlé à la police à l'époque, on aurait été ses prochaines victimes. Je te rattrape. J'ai mis 2 ans à en parler. Ma meilleure amie est passée me voir et je me suis effondrée. Je lui ai raconté ce que Kelly m'avait dit. Elle m'a poussée à en parler. Elle m'a dit d'aller voir la police. C'est ce que j'ai fait. Sarah Kolkmeyer m'a dit que Kelly Cimino lui avait avoué avoir étranglé Brandy Matthews et l'avoir tuée. En ce qui concerne Andy Brown, le petit ami de Brandy Matthews, son implication dans l'affaire n'avait rien de notable. Sarah nous a parlé de Kelly Cimino, mais on devait enquêter malgré tout. Durant son premier interrogatoire, celui-ci nous a dit que lorsque Brandy et lui s'étaient séparés, il était allé vivre dans un motel à Eldon. Voici le motel en question. C'est l'alibi que Kelly Cimino nous a présenté lorsqu'on lui a demandé où il était au moment du meurtre de Brandy Matthews. On a appris que le gérant avait mis Kelly à la porte de son établissement avant la disparition de Brandy, parce qu'il n'avait pas payé une facture. Alors si Kelly ne séjournait pas ici, son alibi ne tenait plus. Le procureur a monté un dossier solide et on a pu arrêter Kelly Cimino. Les preuves matérielles ne sont pas toujours nécessaires pour obtenir une condamnation. Parce qu'il a menti, Kelly Cimino s'est condamné tout seul. Kelly Cimino n'a jamais avoué le meurtre. Je suppose qu'il a tué Brandy au cours d'une dispute.
À mon sens, ces meurtriers-là sont les pires. Il l'a regardé droit dans les yeux pendant qu'il resserrait ses mains autour de sa gorge, alors qu'elle ne pouvait pas se défendre. Il l'a étranglée. Le corps a été enterré, puis déterré, puis démembré, avant d'être jeté dans le ruisseau, où on l'a retrouvé dans le comté de Miller. Mais c'est pour la mère de Brandy Matthews que c'est le plus dur. Je voulais l'aider à faire son deuil. Tout ce qu'on avait à lui restituer, c'était le crâne. Alors, ça me remue encore. Le seul point positif, c'est qu'on a élucidé ce meurtre. Il est hors d'état de nuire. L'histoire de Brandy est un exemple criant de violence conjugale. Et j'espère que ça poussera les gens à faire plus attention aux personnes qu'ils fréquentent. C'est arrivé à une jeune femme innocente et adorable. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Même si je ne connaissais pas très bien Brandy, on avait beaucoup de points communs. On était jeunes mamans, on est sortis avec le même type, on a connu les mêmes violences. Parfois, j'ai l'impression de sentir sa présence. Je ne sais pas comment le décrire, mais rien ne la ramènera. Qui veut des frites? Il y a des jours difficiles. Je veux que mes enfants sachent que leur tante était super. Je dis aux garçons que Brandy aurait adoré les connaître et les voir grandir. Ça fait du bien d'en parler, de ne pas tout garder pour soi. On parle d'elle quand c'est son anniversaire. On essaie de faire vivre sa mémoire. Je sais que Brandy est au paradis. Je n'ai pas d'autre choix que de me dire qu'il y avait forcément une raison pour que ça arrive. Mais c'est très difficile. C'est un portrait de ma mère Brandy et moi. J'aurais aimé qu'elle soit là pour me voir grandir. Mon premier bal, mes 18 ans, mon permis de conduire, les matchs de foot, tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. D'après ce qu'on m'a dit, elle serait très fière de moi. Orléans au cœur de la France en l'an 2010. La ville traversée paisiblement par la Loire respire une tranquillité provinciale presque immuable. C'est une cité bourgeoise élégante et discrète où les saisons rythment une vie sociale bien ordonnée. Les rues pavées du centre historique, baignées par la lumière dorée des fins de journée d'automne, abritent une communauté où les apparences tiennent souvent lieu de vérité. Dans cet univers où chacun semble connaître tout le monde au moins de vue, la normalité est une vertu cardinale. Les drames, s'il y en a, se murmurent à voix basse derrière les volets clos des belles demeures. Rien dans l'atmosphère paisible de cette ville ne laisse présager que ces murs deviendront le théâtre d'une des affaires les plus déconcertantes de la décennie. C'est précisément dans cette normalité rassurante, dans ce décor où le danger semble ne pas avoir droit de citer, que l'illusion trouve son terreau le plus fertile pour s'enraciner. Dans le microcosme des trentenaires orléanais, la vie s'articule autour d'un rituel immuable, les soirées entre amis. Ces dîners interminables, ces apéritifs qui s'étirent jusqu'au bout de la nuit, sont les véritables baromètres de la réussite sociale. C'est là que les réputations se forgent, que les alliances se créent et que les personnalités s'affirment. Et dans ce théâtre mondain, un homme excelle plus que quiconque. Un homme dont le simple nom, lorsqu'il est prononcé sur une liste d'invités, garantit le succès de l'événement. Cet homme, c'est Julien Moreau. Dès l'instant où Julien franchit le seuil d'une porte, la dynamique de la pièce s'en trouve subtilement modifiée. Il ne fait pas qu'entrer, il prend possession de l'espace. Son magnétisme n'a rien d'agressif ou d'écrasant.
Au contraire, il est enveloppant, chaleureux, presque hypnotique. Physiquement, Julien dégage une aisance naturelle, une élégance désinvolte qui attire irrésistiblement le regard. Mais son véritable pouvoir réside ailleurs. Il réside dans ce sourire constant, accroché à ses lèvres comme une promesse de convivialité. Un sourire qui semble dire à quiconque croise son regard qu'il est heureux d'être là, et surtout heureux de vous voir vous. Julien possède cette intelligence sociale rare et redoutable qui lui permet de s'adapter à n'importe quel interlocuteur comme un caméléon émotionnel. Dans les conversations de groupe, il est toujours le barycentre. Il manie l'humour, avec une précision chirurgicale, sachant exactement quand glisser une anecdote hilarante, quand adopter un ton plus complice ou quand déclencher une explosion de rire collectif qui résonne dans tout l'appartement. Il a le talent inouï de raconter des histoires ordinaires en les transformant en épopées fascinantes. Autour de lui, les vers trinquent plus souvent, les voix s'élèvent, avec plus d'enthousiasme, et les visages s'éclairent. Les gens ne l'aiment pas seulement pour ce qu'il est, ils l'aiment pour la façon dont ils se sentent lorsqu'ils sont en sa présence. Il les fait se sentir intelligents, écoutés, importants. Lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, Julien a cette habitude de pencher légèrement la tête, de plonger ses yeux dans ceux de son interlocuteur avec une intensité qui simule une empathie totale. Il pose des questions pertinentes, retient les prénoms, les petits détails insignifiants de la vie des autres, pour mieux les ressortir des mois plus tard. Cette mémoire sélective est l'arme ultime de son charme. Elle crée un lien artificiel mais puissant une dette invisible d'affection. Comment pourrait-on se méfier d'un homme qui se souvient du nom de votre chien ou de la destination de vos dernières vacances? L'être humain est programmé pour faire confiance à ceux qui lui renvoient une image positive. Lui-même, Julien a compris cette faille de la psychologie humaine et l'exploite avec une maestria vertigineuse. Il est fascinant d'analyser la cécité collective qui se met en place autour de personnalités comme la sienne. Notre société profondément extravertie associe instinctivement la sociabilité à la bonté et le charisme à l'honnêteté. Nous refusons de croire que la lumière puisse être un camouflage pour les ténèbres. Dans l'imaginaire collectif, le danger a les traits de la marginalité, de la timidité excessive ou de l'étrangeté. Le monstre tel qu'on nous l'apprend dans les contes se cache dans les ombres, il est solitaire, asocial, repoussant. Julien lui évolue en pleine lumière. Il est l'incarnation même de la réussite sociale, le bon gars par excellence que tout le monde aimerait avoir pour meilleur ami, pour frère ou pour gendre. C'est ce paradoxe qui rend son masque si impénétrable. En s'exposant autant, en étant constamment au centre de l'attention, il se dissimule mieux que s'il se tairait dans l'anonymat. Cependant, maintenir une telle façade requiert une énergie colossale, une vigilance de chaque instant. Julien est comme un funambule évoluant sur un fil invisible, jonglant avec les mots, les sourires et les attentes des autres. Chaque blague est calculée, chaque éclat de rire est mesuré, chaque poignée de main est une pièce posée sur l'échiquier de son existence sociale. C'est une architecture du vide, une construction méticuleuse destinée à combler ou à cacher un abîme que lui seul connaît. Que se passe-t-il lorsque la fête se termine? Lorsque les derniers invités quittent l'appartement, que les rires s'évanouissent dans l'air frais de la nuit orléanaise et que la porte se referme enfin, quel visage? Julien Moreau arbore-t-il lorsqu'il n'y a plus de public pour l'applaudir? Ces questions, personne ne se les pose à l'époque. Personne ne cherche à gratter le vernis d'une peinture si parfaitement réalisée. Le piège est donc en place. La toile est tissée avec des fils d'or si fins et si brillants qu'ils en sont invisibles. Julien a créé son propre mythe, celui de l'homme parfait, jovial, sans aspérité ni part d'ombre. Il a conditionné son entourage à ne voir en lui que la joie de vivre. Il est le soleil autour duquel gravitent ses connaissances, se réchauffant à ses rayons, sans se douter que ce feu pourrait finir par tout consumer. C'est dans ce contexte d'insouciance absolue au milieu d'une énième soirée où la musique résonne et où le champagne coule à flot que la trajectoire de Julien va croiser celle d'une nouvelle invitée. Une femme qui, comme tant d'autres avant, elle s'apprête à entrer dans la lumière éblouissante de cet homme ignorant tout de l'obscurité qui l'attend. Le décor est planté, l'acteur principal est au sommet de son art, prêt à jouer le rôle de sa vie.
L'illusion est non seulement parfaite, elle est désormais en mouvement prête à capturer sa proie la plus précieuse. Ce soir-là, l'appartement baigne dans une atmosphère feutrée bercée par les éclats de rire familiers et les tintements de verre qui s'entrechoquent. C'est dans ce décor mondain ordinaire, en apparence, que Claire Bernard fait son entrée. Claire est une jeune femme, réservée lumineuse, mais discrète, dotée d'une sincérité désarmante. Elle ne cherche pas à attirer les regards, ni à dominer les conversations. Elle préfère observer, écouter, savourer la chaleur des retrouvailles entre amis. Pourtant, dès qu'elle franchit la porte, une dynamique invisible se met en place. Dans la pièce, le cercle des invités gravite déjà autour de Julien Moreau, dont la voix résonne avec cette assurance tranquille qui le caractérise. Mais lorsque leurs regards se croisent pour la première fois, un imperceptible changement d'intensité s'opère dans l'air. Julien, en observateur hors pair, repère immédiatement Claire. Il perçoit chez elle cette douceur et cette authenticité qui contrastent avec la superficialité ambiante. L'approche de Julien n'a rien de précipité ni d'artificiel. Il ne se jette pas sur elle avec des flatteries excessives. Il sait que la séduction, pour être durable, doit sembler naturelle, presque fortuite. Il attend le bon moment, se glisse avec fluidité dans la conversation où elle se trouve et d'une remarque spirituelle, parvient à briser la glace. Claire esquisse un sourire surprise par la vivacité de son esprit. En quelques secondes, Julien a déjà réussi ce que beaucoup mettent des heures à accomplir, instaurer un climat de complicité immédiat. Ce qui frappe Claire, dès les premières minutes, c'est l'attention totale et exclusive qu'il lui accorde soudainement. Alors qu'il était quelques instants plus tôt, l'épicentre d'un groupe bruyant Julien rétrécit le monde extérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux au milieu du salon. Il l'écoute avec un intérêt si profond, si vibrant que Claire se sent instantanément comprise, valorisée comme elle l'a rarement été. Lorsqu'elle s'exprime, il hoche la tête, rebondit sur ses mots avec une justesse troublante et s'émerveille de ses réflexions. Pour Claire, habituée à la retenue, cette façon d'être mise en lumière par un homme aussi populaire et séduisant produit un effet vertigineux. Elle est flattée, touchée, et peu à peu ses défenses naturelles s'effondrent les unes après les autres. La conversation s'étire au fil des heures fluides et sans temps mort. Julien déploie devant elle tout l'éventail de ses récits. Il parle de ses projets, de ses passions, de ses voyages, mais toujours avec une modestie savamment calculée pour ne jamais paraître arrogant. Il parsème ses confidences d'une touche d'autodérision, montrant une vulnérabilité apparente qui achève de désarmer la jeune femme. Aux yeux de Claire, cet homme réunit des qualités presque inconciliables, l'éclat du leader charismatique et la sensibilité de l'être à l'écoute. Elle croit déceler en lui une âme sœur, un esprit brillant qui a simplement choisi de s'ouvrir à elle et à elle seule, au milieu d'une foule indifférente. À mesure que la nuit avance, le charme opère avec une redoutable efficacité. Claire ne voit plus les détails anodins qui auraient pu trahir un jeu d'acteur. Elle ne voit que la perfection du reflet qui lui renvoie. Dans les mécanismes psychologiques de la séduction, ce phénomène est puissant. En magnifiant son interlocutrice, Julien s'érige lui-même en figure idéale. Lorsque vient l'heure de se quitter, et que les invités commencent à partir dans la fraîcheur nocturne d'Orléans, l'échange de numéros de téléphone sonne comme une évidence absolue, la suite inévitable d'un scénario écrit à l'avance. Dès le lendemain, l'offensive de séduction s'accélère sans jamais paraître étouffante. Julien envoie des messages attentionnés, toujours dosés avec soin, pour maintenir l'intérêt sans éveiller la méfiance. Il se rappelle les moindres détails qu'elle a mentionnés la veille, le café qu'elle aime, le livre qu'elle a commencé, les projets qui lui tiennent à cœur. Cette présence constante, à la fois douce et omniprésente, tisse une toile invisible mais solide autour de Claire. Très vite, un premier rendez-vous en tête. Tête est organisé dans un petit restaurant de la ville. Lors de ce tête, Julien confirme toutes les impressions de la première soirée. Il est galant, prévenant, attentif au moindre de ses gestes. Il parvient à instaurer un sentiment d'intimité fulgurant, donnant à Claire l'illusion qu'ils se connaissent depuis des années. Les doutes, s'il y en avait, sont balayés par cette sensation d'harmonie totale. Claire se laisse porter par cette vague d'enthousiasme heureuse et fière de partager la vie d'un homme que tout le monde admire.
Leurs amis communs témoins de ce rapprochement renforçant encore cette dynamique en multipliant les compliments sur ce couple naissant qui semble si bien assorti. C'est ainsi que débute leur histoire d'amour sous les auspices les plus éclatants et les plus rassurants. Claire est désormais entrée de plain-pied dans l'univers de Julien, convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie, le partenaire idéal, dont la générosité et l'humour éclaireront son avenir. Elle ne peut imaginer un seul instant que cette rencontre qu'elle perçoit comme un coup du destin providentiel constitue en réalité la première maille d'un piège complexe, méticuleusement refermé sur elle. À la suite de ces premiers, rendez-vous enchanteur, l'histoire entre Julien et Claire s'accélère avec une fluidité presque cinématographique. Très vite, ils deviennent inséparables, formant ce que tout le monde s'accorde à décrire comme le couple modèle par excellence. Julien intègre Claire dans son quotidien avec un enthousiasme débordant. Il ne se contente pas de l'aimer dans l'intimité. Il l'exhibe avec fierté devant son cercle social, faisant d'elle la complice privilégiée de son perpétuel spectacle mondain. Pour Claire, emportée par ce tourbillon d'attention, les semaines s'écoulent dans une douce euphorie où chaque instant semble confirmer qu'elle a fait la rencontre la plus précieuse de son existence. C'est à cette période que commence la constitution d'un volumineux album de souvenirs numériques. Julien, toujours très à l'aise avec les technologies de son temps, prend l'habitude de tout filmer. Le caméscope et le téléphone deviennent les témoins omniprésents de leur romance naissante. Les vidéos amateurs de ces années-là capturent des scènes d'un bonheur radieux et sans nuages. On y voit Julien et Claire riant aux éclats sur les terrasses ensoleillées des cafés d'Orléans, se promenant le long des quais de la Loire, lors des douces soirées d'été, ou encore partageant des repas animés, entourés d'amis conquis. Dans chacun de ces enregistrements, l'image est saisissante. Julien regarde l'objectif avec assurance enlace tendrement sa compagne et multiplie les gestes d'affection spontanés. Ces séquences vidéo créent une réalité tangible, une archive visuelle indiscutable de leur complicité. À chaque visionnage, l'entourage s'émerveille de cette alchimie parfaite. Julien prend un plaisir évident à réécouter ses rires, à montrer ces images lors des réunions de famille, gravant ainsi dans l'esprit de chacun la certitude absolue de leur harmonie. Claire elle-même en revoyant ces extraits s'enivre de ce reflet flatteur. Si le bonheur se mesure au sourire immortalisé sur l'écran, alors leur couple frôle la perfection. Les images ne mentent pas, pense-t-on souvent. Elles possèdent cette autorité silencieuse qui fait taire les infimes intuitions intérieures. L'intégration au sein des deux familles se fait avec la même facilité déconcertante. Les parents de Claire, d'abord protecteurs, sont rapidement séduits par la prévenance de Julien. Il sait se montrer respectueux des traditions, propose son aide pour les moindres tâches matérielles et s'intéresse sincèrement aux histoires des aînés. Lors des grands déjeuners dominicaux, sa présence détend l'atmosphère, comble les silences et apporte une fraîcheur nouvelle. Il donne à chacun le sentiment d'avoir gagné un fils ou un frère d'une générosité sans égale. Jamais une parole plus haute que l'autre, jamais un geste d'énervement, Julien incarne l'équilibre émotionnel absolu, une forteresse de calme et de bienveillance rassurante pour tous. Dans ce climat d'adhésion collective, la question du mariage s'impose rapidement, non pas comme une interrogation, mais comme le couronnement naturel d'une idylle sans faille. La demande orchestrée par Julien est à la hauteur du personnage élégante romantique et parfaitement mesurée pour émouvoir Claire aux larmes. En acceptant de lier sa vie à la sienne, Claire a le sentiment d'accomplir un pas serein vers un avenir sécurisant et lumineux. Le jour des noces, c'est une apothéose d'émotions partagées. Dans une belle demeure de la région orléanaise, la réception réunit amis d'enfance, collègues et familles sous un soleil éclatant. Julien tiré à 4 épingles rayonne au milieu de l'assemblée. Son discours de mariage empreint d'humour fin et de déclarations touchantes arrache des applaudissements nourris et quelques larmes d'émotion parmi les invités. Les caméras continuent de tourner immortalisant la première danse, les verres levés pour porter un toast à la félicité des jeunes mariés et les embrassades chaleureuses. Dans chaque regard porté sur le couple se lit une admiration sincère. Pour l'ensemble des convives, ils sont la preuve vivante qu'un amour simple, solide et éclatant est encore possible. Pourtant, sous les applaudissements et la musique festive, une dynamique beaucoup plus subtile est en train de se figer pour toujours.
À travers cette cérémonie et la masse de preuves visuelles accumulées, Julien n'a pas seulement célébré une union, il a achevé de verrouiller une construction sociale impénétrable. Il s'est entouré d'une armée de témoins involontaires prêts à certifier sa bonté, sa dévotion et son intégrité morale. En cas de doute futur, c'est cette fresque lumineuse que tout le monde aura en mémoire. C'est ce souvenir d'un homme pleurant d'émotion sous les vivas de ses proches qui servira de bouclier contre n'importe quel soupçon. La fête se termine, les lampions s'éteignent et les invités rentrent chez eux avec le sentiment réconfortant d'avoir assisté à la naissance d'un foyer inébranlable. Claire s'endort au bras de son nouvel époux, le cœur comblé par tant de marques d'affection, persuadée d'entrer dans le plus beau chapitre de son existence. Elle ne sait pas encore que le décor de conte de fées vient d'atteindre son point culminant, et que dès le lendemain, alors que les caméras cesseront de tourner, les premiers silences de leur vie à deux commenceront à résonner d'une manière bien différente. L'illusion a atteint son sommet. Le piège s'est définitivement refermé. Les confettis ont été balayés depuis longtemps, les fleurs de la réception ont fané et les costumes de cérémonie sont rangés au fond des placards. Après l'effervescence des préparatifs, après l'ivresse de la lune de miel et les félicitations prolongées de l'entourage, vient inévitablement le moment où l'écho de la fête s'estompe. C'est le retour à la réalité, l'entrée de plain-pied dans la routine du quotidien. Pour la majorité des couples, cette transition vers la normalité est une étape douce, presque réconfortante. C'est le moment où l'on construit son intimité, où l'on découvre l'autre sans les artifices de la séduction dans le confort paisible d'un appartement partagé. Mais dans le cas de Julien et Claire, ce basculement vers le huis clos conjugal va marquer le début silencieux d'une mécanique destructrice. Tant que la relation s'inscrivait dans une dynamique de conquête et de célébration, Julien évoluait sur son terrain de prédilection. Il était sur scène porté par le regard des autres, galvanisé par l'admiration constante qu'il suscitait. Le mariage avec son public nombreux et captif avait été son chef-d'œuvre. Mais une fois la porte de leur domicile fermée, une fois les invités dispersés, la configuration change radicalement. Il n'y a plus de public. Il n'y a plus que Claire. Et pour un homme dont l'existence même semble se nourrir de l'approbation et de l'attention d'une foule, le silence d'un appartement vide de spectateurs est une épreuve. Le personnage qu'il a méticuleusement construit, ce compagnon perpétuellement jovial, brillant et infaillible, requiert une énergie phénoménale pour être maintenu. C'est un masque lourd à porter. Et dans le secret de leur foyer à l'abri des regards extérieurs, les muscles de l'acteur finissent par se relâcher. Les premiers signes de ce relâchement sont si ténus qu'ils en sont presque indétectables. Ce ne sont pas des éclats de voix, ni des actes de violence, ni des disputes spectaculaires. Le mal s'insinue par des silences inattendus, par des regards soudainement vides, par des sautes d'humeur fugaces que Julien s'empresse de masquer d'un nouveau sourire dès que Claire s'en inquiète. Claire remarque que l'homme qui monopolisait les conversations avec tant de brio peut parfois rester de longues minutes affaissé sur le canapé, le regard fixe, distant, presque éteint, comme si la batterie interne qui l'animait en société était brutalement déchargée. Lorsqu'elle l'interroge avec bienveillance, il invoque la fatigue du travail, le stress d'un dossier compliqué ou une simple migraine. Claire, dotée d'une empathie profonde et d'un amour inconditionnel, accepte ces explications sans la moindre hésitation. Il est naturel, pense-t-elle, que son mari relâche la pression chez eux. Elle se fait un devoir d'être ce refuge apaisant, la partenaire compréhensive qui ne lui demande pas d'être perpétuellement en représentation. Elle redouble d'attention, prépare ses repas préférés, baisse le volume de la télévision pour préserver son repos. Sans le savoir par cette douceur même, elle valide le nouvel espace de liberté que Julien s'octroie, celui de cesser d'être parfait lorsqu'ils sont seuls. Ce qu'elle prend pour une intimité partagée n'est en réalité que la première manifestation de la fatigue du manipulateur face à sa propre imposture. Puis, subtilement, la nature des anomalies commence à changer. L'épuisement fait place à l'incohérence. Ce sont d'abord de minuscules accrocs dans le tissu de ses récits quotidiens. Un soir, Julien rentre du travail et raconte avec force détail une altercation amusante qu'il aurait eue avec un collègue lors de la pause déjeuner. L'anecdote est drôle bien construite, et Claire en rit de bon cœur.
Mais quelques jours plus tard, au détour d'une conversation téléphonique, qu'il passe dans la pièce d'à côté Claire, l'entend relater la même journée, affirmant cette fois-ci qu'il a déjeuné seul débordé par l'urgence d'une réunion. La dissonance est là suspendue dans l'air. Ce n'est qu'un détail, une poussière de mensonges sans véritable enjeu. Pourquoi mentirait-il sur le fait d'avoir mangé seul ou accompagné? Cela n'a aucun sens, aucune utilité apparente. C'est précisément cette absence de logique qui désarme Claire. L'esprit humain confronté à une information contradictoire cherche toujours à rétablir un équilibre. Le concept psychologique de dissonance cognitive explique que face à deux idées incompatibles, mon mari est un homme honnête et merveilleux, et mon mari vient de me mentir sur un fait banal, le cerveau humain choisira presque toujours la voie qui protège ses croyances fondamentales. Pour préserver l'image idéalisée de son mariage, Claire rationalise. Elle efface l'alerte. Elle se dit qu'elle a mal compris, qu'elle a confondu les jours de la semaine, ou que Julien a simplement résumé sa journée pour aller plus vite. Le bénéfice du doute lui est accordé intégralement. Le piège de la manipulation ordinaire réside dans cette accumulation de micro-mensonges. Si Julien avait commencé par une tromperie majeure, par une trahison évidente, les mécanismes de défense de Claire se seraient immédiatement activés. Mais en distillant des mensonges minuscules incohérents sur des horaires, sur des dépenses mineures ou sur des conversations sans importance, il teste la porosité de la réalité de sa femme. Il l'habitue à accepter que sa version des faits lui prévale sur ses propres souvenirs à elle. Chaque fois que Claire repousse un doute, chaque fois qu'elle étouffe une question par peur de paraître suspicieuse ou par refus d'entacher leur bonheur, elle participe involontairement à consolider le mur qui la sépare de la vérité. Elle devient l'architecte de son propre aveuglement. Elle s'isole dans un déni cotonneux, persuadée que l'amour consiste à ne pas s'arrêter à des détails insignifiants. Les semaines s'enchaînent, rythmées par ces légères dissonances que Claire enterre aussitôt sous le souvenir de leur mariage et des louanges de leur entourage. L'illusion est encore solidement ancrée, mais la graine de la confusion a été plantée dans l'esprit de la jeune femme. Et dans l'ombre de ce foyer en apparence si parfait, cette graine nourrie par de nouvelles contradictions, à venir s'apprête à germer et à fissurer les fondations mêmes de sa perception du réel. Le temps continue de s'écouler et la fracture entre l'image publique de Julien et sa réalité intime se creuse d'une façon de plus en plus vertigineuse. Hors des murs de leur appartement, rien ne semble avoir changé. Julien demeure cet astre éclatant autour duquel gravitent les cercles d'amis et la famille élargie. Chaque invitation est pour lui une nouvelle scène où il déploie son charme avec une virtuosité intacte. Dès qu'il franchit le seuil d'un salon ou d'une terrasse de restaurant, une étincelle s'allume dans son regard. Il retrouve instantanément cette énergie communicative, cette voix chaleureuse, et ce rire franc qui attire la sympathie générale. Aux yeux du monde extérieur, il est non seulement le boute-en-train infatigable des soirées, mais aussi l'époux attentionné posant une main tendre sur l'épaule de Claire, veillant à ce que son verre soit plein et vantant ses mérites devant une assemblée conquise. Pour Claire, assise à ses côtés lors de ces événements, l'expérience commence pourtant à devenir troublante. Elle assiste à cette transformation avec un sentiment mêlé d'admiration et de malaise diffus. Elle voit l'homme qui, quelques heures plus tôt, restait silencieux et distant sur leur canapé se métamorphoser en une créature de lumière dès qu'un tiers entre dans son champ de vision. Mais ce qui perturbe le plus profondément la jeune femme, ce n'est pas seulement cette dualité d'énergie. C'est la nature même des propos que Julien tient en société. Au détour des conversations mondaines, Claire commence à surprendre des versions totalement contradictoires d'événements auxquels elle a elle-même assisté ou dont elle croyait connaître les moindres détails. Lors d'un dîner chez des collègues, elle entend Julien raconter avec une passion vibrante un projet professionnel qu'il mènerait en secret, décrivant des réunions à Paris et des contacts avec des investisseurs de renom. Alors qu'elle sait pertinemment qu'il a passé ces mêmes journées à la maison, prétextant un simple congé de récupération. Quelques jours plus tard, lors d'un déjeuner dominical avec ses parents, la même anecdote refait surface. Mais cette fois, habillé de circonstances complètement différentes, le projet n'est plus le sien. Il est devenu celui d'un ami d'enfance qu'il conseillerait par pure générosité. Julien ne se contente pas d'enjoliver la réalité.
et la réécrit en temps réel, avec une aisance déconcertante, en fonction du public qui lui fait face. Il adapte ses histoires, ses souvenirs et ses opinions selon ce qu'il imagine être le désir ou l'attente de ses interlocuteurs. Devant un auditoire passionné de voyage, il affirme avoir exploré des régions reculées où il n'a jamais mis les pieds, inventant des détails géographiques et des rencontres fortuites avec un réalisme saisissant. Devant des esprits plus terres, à terre, il se présente comme un gestionnaire rigoureux, prudent et pragmatique. Aucun regard ne vacille, aucune hésitation ne trahit son discours. Son assurance est si totale que ceux qui l'écoutent boivent ses paroles sans concevoir une seconde qu'ils assistent à une pure fiction. Claire, elle reste figée. Dans ces moments-là, elle sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle se retrouve piégée dans une position intenable si elle intervient pour rectifier les faits. Elle brise l'harmonie du groupe, humilie son époux devant leurs proches et passe pour une rabat-joie jalouse ou suspicieuse. Si elle se tait, elle devient la complice silencieuse d'un mensonge gratuit dont elle ne comprend ni l'origine ni la finalité. La plupart du temps, paralysée par la bienséance et par l'amour qu'elle porte encore à son mari, elle choisit le silence. Mais chaque mensonge avalé pèse comme une pierre au fond de son estomac. Lorsque la soirée s'achève et que la portière de la voiture se referme sur leur solitude, Claire tente prudemment d'aborder ces incohérences. Elle pose une question timide, feignant la simple curiosité pour ne pas paraître agressive. Pourquoi avoir dit cela à un tel? Pourquoi avoir changé la chronologie des faits? C'est à cet instant précis que le contraste devient suffocant. L'homme chaleureux qui amusait la galerie 2 minutes plus tôt s'efface instantanément pour laisser place à une figure hermétique. Julien balaie ses interrogations d'un revers de main sur un ton détaché, presque agacé. Il soutient que Claire dramatise, qu'elle manque cruellement de sens de l'humour ou qu'il s'agissait simplement d'une façon d'alimenter la conversation pour ne pas laisser de blanc gênant. Pour Julien, mentir n'est pas une faute morale. C'est un outil de narration sociale, une seconde nature indispensable à la préservation de son éclat. Il ne ressent aucune culpabilité, aucun remords face à ces distorsions de la vérité. À ses yeux, la réalité est une matière malléable qu'il a le droit de façonner à sa guise pour maintenir son ascendant sur son entourage. Dans l'appartement conjugal, l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Claire se rend compte qu'elle vit avec un homme dont elle ne peut vérifier aucune parole. Les certitudes les plus élémentaires sur son travail, sur ses finances, sur ses déplacements et sur ses relations passées commencent à se dissoudre dans un brouillard d'ambiguïté. Tandis que leurs amis continuent de lui répéter la chance inouïe qu'elle a d'avoir épousé un homme aussi brillant et généreux, Claire s'enfonce dans une solitude clandestine. Le piège des apparences s'est refermé avec une cruauté absolue. Plus Julien brille à l'extérieur, plus Claire se sent isolée à l'intérieur, prisonnière d'une réalité parallèle que personne autour d'elle n'est encore capable de voir. Au fil des mois, le foyer conjugal cesse d'être ce havre de paix dont Claire avait rêvé pour se transformer en un terrain psychologique miné. L'accumulation des incohérences ne relève plus du simple désagrément passager. Elle devient une toile opaque qui s'épaissit de jour en jour. Claire ne peut plus ignorer les signaux d'alarme qui résonnent en elle. Face à ce flux incessant de demi-vérités et de récits contradictoires, elle prend sur elle de chercher des éclaircissements, animée par le besoin viscéral de comprendre l'homme qui partage son existence. Pourtant, chaque tentative de dialogue rationnel se heurte à une mécanique d'évitement et de manipulation d'une redoutable perversité. Lorsque Claire pose une question directe sur une contradiction flagrante, un relevé bancaire inhabituel, une absence inexpliquée en milieu de semaine, ou une version modifiée d'un fait récent, Julien ne réagit jamais avec une colère brutale qui aurait pu la mettre en alerte. Son arme est infiniment plus subtile et dévastatrice. Il adopte une attitude de bienveillance feinte teintée d'une fausse lassitude, comme s'il devait patiemment expliquer des évidences à une enfant trop émotive. Il utilise ce que la psychologie moderne qualifie de déstabilisation cognitive. Il nie purement et simplement la réalité de ce qu'elle a entendu ou vu. Avec un calme olympien et un regard désarmant de sincérité, Julien affirme qu'elle a mal compris, qu'elle déforme ses propos ou que sa mémoire lui joue des tours en raison de son état de fatigue.
« Mais enfin, Claire, tu sais bien que je ne t'ai jamais dit cela », répète-t-il d'une voix douce et posée. « Tu es stressée en ce moment, tu interprètes tout de travers. Tu devrais te reposer au lieu de monter ces scénarios dans ta tête. » Cette réplique, répétée sous d'innombrables variations, produit un effet corrosif sur la confiance que Claire s'accorde. À force d'entendre que sa propre perception des événements est défaillante, elle commence à douter de sa lucidité, de ses souvenirs et même de ses propres sens. Julien ne se contente pas de contester les faits. Il construit des réponses alambiquées de véritables labyrinthes verbo-conçus pour noyer le poisson. Pour justifier une anomalie mineure, il invente des contextes périphériques d'une complexité vertigineuse, mêlant des bribes de faits réels à des explications techniques invérifiables. Plus Claire cherche à obtenir une précision plus Julien, élargit son récit introduisant de nouveaux personnages, de prétendues obligations confidentielles ou des malentendus administratifs. Après 1 heure de discussion, Claire se retrouve submergée par une masse d'informations confuses, épuisée nerveusement, ayant totalement perdu le fil de son interrogation initiale. Julien a atteint son objectif, saturer son esprit, jusqu'à ce qu'elle abandonne la confrontation par pur épuisement psychologique. Cette dynamique asymétrique commence à laisser des traces visibles sur la jeune femme. La Claire rayonnante, spontanée et pleine d'entrain des premiers mois s'efface peu à peu au profit d'une ombre silencieuse et constamment sur le qui-vive. Dans les réunions familiales ou les dîners entre amis, les proches remarquent ce changement d'attitude sans parvenir à en identifier la cause. Son rire autrefois si facile s'est fait rare. Elle semble absente, le regard souvent perdu dans le vide, pesant chaque mot avant de le prononcer de peur de déclencher une nouvelle incohérence qu'elle ne saurait gérer. Pour les parents et les amis de Claire, ce contraste est incompréhensible. À leurs yeux, Julien reste le mari modèle, toujours prévenant en public, apportant un bouquet de fleurs le dimanche, plaisantant avec les uns et prêtant main forte aux autres. Lorsque certains osent demander à Claire si tout va bien, elle se heurte à une immense barrière d'incommunicabilité. Comment expliquer ce malaise diffus sans passer pour une épouse ingrate ou instable? Comment formuler le fait que son mari ne lui a pas fait de mal physique, mais qu'il use méthodiquement de mots pour dissoudre sa réalité? Craignant de ne pas être crue, ou pire de passer pour celle qui détruit un bonheur évident, Claire s'enferme dans un mutisme protecteur, confirmant du bout des lèvres que tout va bien, invoquant une simple fatigue passagère. Julien exploite habilement cette solitude grandissante. En constatant que Claire se replie sur elle-même, il accentue sa propre stature de soutien indéfectible auprès de l'entourage. Il laisse entendre par de discrets sous-entendus lors de conversations privées avec des proches que Claire traverse une période émotionnellement compliquée, se posant ainsi en protecteur patient et dévoué face à une épouse prétendument fragile. En verrouillant ainsi le narratif extérieur, Julien prive Claire de tout recours. Si elle venait à dénoncer ses mensonges, elle ne ferait que confirmer l'image d'instabilité qu'il a patiemment construite à son sujet. Claire se retrouve ainsi piégée dans une cellule invisible, entourée par l'admiration unanime que son entourage voue à son bourreau émotionnel. Chaque jour qui passe alourdit le fardeau de ce secret non partagé. Elle vit aux côtés d'un parfait inconnu, un homme capable de sourire à pleines dents à la caméra, tout en dissimulant un abîme de duplicité dans l'ombre. Cette tension psychologique devenue presque insupportable arrive à un point de saturation. Les fondations du foyer sont désormais minées de l'intérieur, prêtes à vaciller au premier choc. Et ce choc aussi inattendu que brutal ne va pas tarder à survenir alors que l'année touche à sa fin, faisant basculer ce drame intime vers une toute autre dimension. L'hiver s'est définitivement abattu sur la vallée de la Loire, enveloppant la ville d'Orléans et ses environs de son haleine glacée et tranchante. Décembre est traditionnellement ce mois où l'air devient vif, où le ciel gris pèse lourdement sur les toits d'ardoise et où les jours raccourcissent drastiquement pour laisser place aux longues soirées illuminées par les guirlandes festives. En France, la période des fêtes de fin d'année revêt une dimension culturelle et affective presque sacrée. C'est une parenthèse temporelle, un sanctuaire, au cœur de l'hiver, où le temps habituellement si pressé semble soudain suspendre son vol.
Les familles convergent de tous les coins du pays, bravant parfois les intempéries et les kilomètres pour se retrouver autour de grandes tables richement garnies. C'est le moment des bilans, des retrouvailles bruyantes, des pardons silencieux et des promesses pour l'année à venir. Pour la grande majorité, cette période est synonyme d'une chaleur humaine qui vient contrer la rudesse du climat extérieur. Mais pour Claire, ces rassemblements de fin d'année représentent bien plus qu'une simple tradition conviviale. Ils sont devenus une bouée de sauvetage, un ancrage désespéré dans une réalité qui lui échappe de plus en plus au quotidien. Épuisée par des mois d'une guerre psychologique invisible et insidieuse au sein de son propre foyer, la jeune femme aborde cette journée de célébration familiale avec un mélange d'appréhension et d'espoir démesuré. Le huis clos oppressant qu'elle vit avec Julien fait de mensonges incessants, de contradictions et de manipulations mentales la laisser exsangue. Elle a un besoin viscéral de ce retour, aux sources besoin de se retrouver, entourée de ceux qui la connaissent depuis l'enfance, de ceux dont l'amour n'est pas conditionné par un jeu de miroirs déformant et toxique. Elle espère secrètement que la présence massive et rassurante de sa famille agira comme un baume sur ses angoisses, ou peut être même comme un révélateur qui dissipera le brouillard mental dans lequel elle évolue. Dans la grande maison familiale, l'effervescence est à son comble. Les effluves réconfortants du feu de bois qui crépite dans la cheminée se mêlent aux parfums riches et épicés des plats qui mijotent lentement dans la cuisine. Les rires résonnent déjà dans les couloirs, les manteaux épais s'entassent pêle-mêle sur le lit de la chambre d'amis, et l'atmosphère est saturée d'une excitation joyeuse, bruyante et familière. Au milieu de ce tourbillon affectif, Julien évolue avec la grâce et l'aisance d'un poisson dans l'eau. Comme à son habitude, il ne se contente pas de participer passivement à la fête. Il en devient instinctivement l'un des piliers centraux. Dès son arrivée, il a su trouver les mots justes pour charmer les tantes, prêter une oreille d'une attention redoutable aux histoires souvent répétées de l'oncle, et se rendre indispensable pour ouvrir les bouteilles de vin ou disposer élégamment les chaises autour de la grande table. Claire l'observe de loin adossée au cadre de la porte de la cuisine, ressentant ce tiraillement douloureux et si familier au creux de son estomac. La perfection absolue de son mari en public contraste si violemment avec la froideur manipulatrice qu'il déploie dans l'intimité qu'elle en a parfois le vertige. Elle le regarde sourire, distribuer des tapes amicales dans le dos, et pour un bref instant, par pur instinct de survie émotionnelle, elle veut y croire à nouveau. Elle veut laisser la magie des fêtes opérer, fermer les yeux sur les incohérences des mois passés, et se convaincre que ces doutes récents ne sont que le fruit d'une imagination fatiguée. Le salon se remplit peu à peu, les verres de cristal teintent en une symphonie joyeuse, et les conversations s'entrecroisent dans un brouhaha chaleureux. Le repas s'annonce majestueux et la maîtresse de maison annonce avec fierté que l'on passera bientôt à table. Pourtant, dans ce tableau de famille en apparence parfait, une anomalie commence à se dessiner, d'abord discrète, presque invisible, puis de plus en plus insistante au fil des minutes. Une personne manque à l'appel. Une figure essentielle de ce cercle familial restreint n'a pas encore franchi le pas de la porte. Au tout début, cette absence ne suscite qu'une vague contrariété, le genre de léger agacement complice que l'on réserve à ceux qui ont la fâcheuse habitude d'être perpétuellement en retard. Les fêtes de fin d'année sont après tout propices au ralentissement sur les routes, aux courses de dernière minute, oubliées dans les magasins bondés, ou aux pannes de batterie inopinées dues au froid glacial qui s'est abattu sur la région. La logique humaine, surtout dans des moments de célébration intense, refuse instinctivement d'envisager le pire. On cherche naturellement des explications rationnelles anodines pour préserver à tout prix la quiétude du moment présent. Claire elle-même, tout en gardant un œil de plus en plus attentif sur la grande horloge du salon, dont le tic-tac régulier semble soudain s'amplifier dans sa tête, participe à cet effort collectif de déni bienveillant. Un premier téléphone portable est sorti d'une poche. Un appel est lancé avec le sourire aux lèvres. La sonnerie retentit dans le vide, longue, monotone, inlassable, résonnant contre le silence invisible de l'autre côté de la ligne, jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais de sa voix synthétique. Sûrement en train de conduire sur une route de campagne mal couverte par le réseau, conclut-on avec une moue rassurante. Un message vocal est laissé léger, affectueux,
enjoignant le retardataire à se dépêcher car le dîner n'attendra plus très longtemps et les plats risquent de refroidir. Puis comme si ce simple geste suffisait à conjurer le sort, on retourne à ses occupations. On resserre les rangs autour de la table basse du salon, on reprend le fil des anecdotes laissées en suspens. Mais les aiguilles de l'horloge indifférente à la volonté désespérée des convives de maintenir l'esprit festif continuent leur course implacable. 30 minutes s'écoulent, puis 1 heure entière. Le retard qui jusque-là pouvait être qualifié de mondain, d'accidentel ou même de comique commence à franchir la limite ténue de l'acceptable, glissant doucement mais sûrement vers le domaine de l'inquiétant. Dans ce genre de situation, le changement d'atmosphère ne se produit pas brutalement par un coup de tonnerre. Il s'infiltre dans la pièce comme un courant d'air froid se glissant sous une porte mal fermée. Les regards auparavant concentrés sur les visages souriants convergent de plus en plus souvent et de plus en plus furtivement vers la porte d'entrée désespérément close. Les éclats de rire perdent de leur spontanéité pour sonner soudainement creux. Les conversations s'étiolent, s'amenuisent, ponctuées de silences pesants et inconfortables au cours desquels chacun, sans se l'avouer, semble tendre l'oreille pour capter le bruit d'un moteur familier dans l'allée ou le crissement tant espéré de pas lourds sur le gravier gelé. L'illusion de la fête est en train de se fissurer de toutes parts, laissant entrevoir une réalité dont personne ne veut encore prononcer le nom. Dans le grand salon, la fête s'est peu à peu éteinte d'elle-même, remplacée par une attente fébrile et désordonnée. La tentative collective de faire bonne figure a volé en éclats sous le poids des minutes qui s'accumulent. Les téléphones portables ne quittent plus les mains des convives. Les numéros sont composés en boucle, les SMS s'empilent, mais l'appareil de l'absent reste muet, basculant désormais instantanément sur le répondeur, comme s'il était éteint ou hors zone de couverture. Face à ce silence inexplicable, les mécanismes psychologiques de défense s'activent pour tenter de conjurer l'angoisse grandissante. Chacun y va de son hypothèse rassurante, cherchant à combler le vide par des explications rationnelles. Un pneu crevé sur une route départementale, isoler un détour imprévu pour régler une urgence matérielle ou une simple confusion dans les horaires de rendez-vous. On s'accroche à ces scénarios anodins comme à des remparts contre la terreur de l'inconnu, car admettre la possibilité d'un drame reviendrait à détruire l'équilibre même de la famille réunie. Au milieu de cette agitation naissante, Julien prend tout naturellement les rênes de la situation, s'érigeant une nouvelle fois en figure tutélaire et rassurante. Il se déplace d'un groupe à l'autre avec une prestance calme, posant une main ferme et réconfortante sur l'épaule des parents de Claire, leur servant un verre d'eau distillant des paroles apaisantes d'une voix posée et maîtrisée. Ne nous alarmons pas pour rien, nous savons tous à quel point les routes peuvent être difficiles en cette période de l'année, affirme-t-il, avec ce regard d'une sincérité absolue qui a toujours convaincu son entourage. Il propose même d'attendre encore une demi-heure avant d'appeler les hôpitaux de la région, expliquant avec logique qu'une intervention précipitée ne ferait que créer une panique inutile. Aux yeux de la famille, Julien est un roc de sang-froid, l'homme providentiel qui évite à l'Assemblée de sombrer dans l'hystérie. Pourtant, pour Claire assise en retrait sur le bord d'un fauteuil, le spectacle de cette maîtrise parfaite produit l'effet d'un poison lent. Elle observe son mari avec une acuité nouvelle nourrie par des mois de doutes clandestins et d'incohérences accumulées. Ce qui apparaît aux autres comme de la sérénité ressemble à ses yeux à une froideur déconcertante. Claire remarque que sous cette façade de gendre idéal et prévenant le regard de Julien reste étrangement détaché. Il ne transpire aucune trace de cette inquiétude viscérale qui ronge les proches. Il récite des phrases de réconfort avec la précision mécanique d'un comédien rodé à son rôle, devançant les réactions des uns et des autres, sans que son propre rythme cardiaque ne semble s'accélérer d'un battement. Une intuition glaciale traverse alors l'esprit de Claire Julien. Ne cherche pas à calmer la panique parce qu'il a foi en un dénouement heureux. Il la canalise parce qu'il n'éprouve absolument aucune incertitude. Ce détachement émotionnel devient d'autant plus troublant lorsque Claire tente de reconstruire la chronologie des dernières 48 heures. Julien s'était absenté à plusieurs reprises la veille, invoquant des démarches confidentielles pour des préparatifs ou des courses urgentes dans les centres commerciaux bondés de la banlieue d'Orléans.
À chaque fois qu'elle lui avait demandé des détails sur ses trajets, ses réponses avaient été évasives, enveloppées dans cette nébuleuse de justifications complexes qu'il maniait à la perfection. Maintenant que la disparition prend une tournure alarmante, ces zones d'ombre du calendrier familial remontent à la surface avec une acuité insoutenable. Claire ressent un vertige intérieur. Pourquoi cette absence brutale coïncide-t-elle si précisément avec les mouvements inexpliqués de son mari? Pourquoi Julien évite-t-il soigneusement de mentionner certains détails logistiques qu'il connaissait pourtant mieux que quiconque? La panique finit par déborder la digue des convenances sociales lorsque 2 heures de retard sont officiellement franchies. La table du banquet méticuleusement dressée reste intacte comme un monument dérisoire à une joie désormais impossible. Les conversations feutrées cèdent la place à des prises de décision fébriles. Les membres de la famille commencent à composer le numéro des urgences et de la gendarmerie pour signaler la disparition inquiétante. Dans le couloir, les manteaux sont réenfilés en hâte. Des proches décident de prendre leur véhicule pour patrouiller sur l'itinéraire habituel que l'absent aurait dû emprunter. Julien se propose immédiatement pour coordonner les recherches, se plaçant au centre des communications, filtrant ainsi involontairement ou méthodiquement le flux d'informations qui commence à circuler. Claire reste pétrifiée au milieu de ce tourbillon. Elle se sent prise au piège d'un cauchemar éveillé où les repères de son existence s'effondrent les uns après les autres. Le fossé entre ce qu'elle ressent au plus profond de son être et ce que le reste de la famille perçoit n'a jamais été aussi béant. Pour ses parents et ses proches, Julien est le sauveur, l'allié infaillible qui les aide à traverser cette épreuve. Pour Claire, il devient la source d'une terreur muette et innommable. Elle ne peut partager ses soupçons avec personne. Formuler à voix haute que son mari pourrait être lié d'une façon ou d'une autre à cette disparition sonnerait comme un acte de folie pure aux yeux de tous. L'illusion que Julien a patiemment érigée autour de lui agit comme une prison psychologique impénétrable, tandis que les premiers moteurs vrombissent dans la nuit tombante et que les phares des voitures balaient la façade de la maison, une certitude silencieuse s'impose à Claire. La fête est définitivement morte et avec elle le fragile, vernis de sa vie conjugale. Ce qui se joue désormais ne relève plus du malentendu familial ou du simple retard sur la route des vacances. Une ombre bien plus vaste et menaçante vient de s'étendre sur eux, une obscurité que les mensonges rassurants de Julien ne pourront plus dissimuler très longtemps. Tandis que l'angoisse sature l'air chaud et confiné de la maison familiale, le cadre de cette tragédie naissante s'élargit brutalement pour embrasser la périphérie silencieuse et glaciale d'Orléans. À quelques kilomètres seulement de l'agitation des recherches familiales, le paysage urbain cède la place à ces zones intermédiaires typiques des franges provinciales, des routes départementales désertes bordées de fossés envahis par les herbes hautes durcies par le gel, serpentant entre des zones artisanales désertes et des parcelles de forêts silencieuses. En cette fin de journée d'hiver, la lumière du jour a laissé place à une nuit d'encre percée uniquement par les halos blafards des rares lampadaires industriels. Le vent du nord souffle en rafales sourdes, balayant les feuilles mortes et soulevant des tourbillons de givre sur le bitume craquelé. C'est un non-lieu, un espace de transit où personne ne s'arrête jamais, conçu pour être traversé à vive allure, les vitres fermées et les phares allumés. C'est pourtant sur le bas-côté de cette route secondaire, à l'écart des passages fréquents, qu'une silhouette insolite brise la monotonie du décor. Déposée contre un talus herbeux, partiellement dissimulé par des branchages gelés, repose un contenant de taille moyenne, une boîte abandonnée fermée, dont la présence à cet endroit précis défie toute logique. Dans les zones périurbaines, la vision d'encombrants ou de détritus jetés négligemment par des automobilistes indélicats n'a rien d'exceptionnel en soi. Le regard humain est conditionné à ignorer ces débris sans importance. Mais cet objet-là se distingue par une anomalie structurelle qui attire l'attention d'un riverain promenant son chien. Avant la tombée complète de la nuit, l'objet n'a pas l'air d'avoir été jeté au hasard. Depuis une portière en mouvement, il semble avoir été méticuleusement placé, poussé dans le recoin le plus sombre du fossé pour échapper au balayage direct des phares de passage. Intrigué par cette disposition singulière, et par des détails extérieurs inhabituels qui suggèrent un emballage hâtif mais délibéré, le passant s'approche avec prudence. À travers les brèches du feuillage sec, certains éléments visibles
provoque un malaise immédiat, une intuition sourde que cet objet n'appartient pas au registre des ordures ordinaires. Sans chercher à manipuler le contenu par réflexe de prudence élémentaire, le témoin compose le numéro de la gendarmerie locale. L'appel, d'abord traité comme une simple vérification de routine pour un dépôt sauvage suspect, va rapidement changer de nature dès l'arrivée des premières patrouilles sur les lieux. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, gyrophares bleus découpant les ombres menaçantes des arbres environnants, le protocole standard se met en place. 2 militaires descendent du véhicule lampe torche à la main pour examiner le périmètre. Le faisceau lumineux éclaire le fossé, révélant la boîte dans toute sa froide réalité. Les premières constatations visuelles ne laissent planer aucun doute. Cet objet a été déposé récemment, les traces de givre n'ayant pas encore recouvert l'intégralité de sa surface supérieure. Les agents s'approchent, sécurisent la zone avec de la rubalise de protection et procèdent à une première inspection minutieuse. Très vite, les indices matériels prélevés sur place révèlent que cet objet est directement rattaché à une sphère intime et privé, excluant d'emblée la thèse de déchets commerciaux ou industriels. Le centre opérationnel est immédiatement alerté et une transmission radio s'opère entre les différentes unités mobilisées sur le département. C'est à cet instant précis que s'opère la convergence fatidique. Dans le réseau de communication des forces de l'ordre, le signalement de cet objet, abandonné sur le bas-côté, entre en résonance directe avec l'avis de disparition inquiétante, déposé quelques heures plus tôt par la famille de Claire. Les détails matériels concordent, les localisations géographiques s'alignent avec une troublante proximité, et les enquêteurs réalisent instantanément qu'ils ne sont plus face à une simple absence volontaire ou à un banal retard d'itinéraire. La boîte trouvée au bord de la route vient de matérialiser le pire des cauchemars, la disparition, est désormais le point de départ d'une affaire judiciaire majeure. Une équipe de techniciens en identification criminelle est dépêchée sur les lieux. Vêtus de combinaisons blanches étanches, ils transforment ce bout de talus désert en une scène de crime à ciel ouvert. Les projecteurs halogènes inondent le fossé d'une lumière crue, révélant des traces de pneus fraîches à proximité immédiate, comme si un véhicule s'était arrêté quelques instants seulement sur le bas-côté avant de repartir en trombe vers les axes autoroutiers. Chaque centimètre carré de terre meuble est photographié, balisé, mesuré. L'objet est conditionné, sous-scellé avec une précaution extrême pour préserver d'éventuelles empreintes digitales des fibres textiles ou des traces biologiques invisibles à l'œil nu. Dans le silence glacial de la nuit orléanaise, cette découverte marque une rupture irréversible. L'époque des spéculations rassurantes, des dénis protecteurs et des hypothèses confortables vient de s'achever. Tandis que la boîte est transportée vers les laboratoires de la police scientifique, l'enquête bascule dans une urgence absolue. Les enquêteurs savent que les premières heures sont déterminantes pour remonter le fil des événements, identifier les derniers contacts et reconstituer l'emploi du temps de chaque protagoniste lié à la victime. Les questions se bousculent désormais avec une violence inouïe qui a emprunté cette route secondaire dans les heures précédant la découverte. Qui connaissait suffisamment bien la topographie de ces confins d'Orléans pour y dissimuler un tel indice sans le savoir encore, les officiers de police judiciaire s'apprêtent à tourner leurs projecteurs vers le cercle le plus intime de la victime. Et au sommet de la liste des personnes d'intérêt se trouve cet homme, si avenant, si serviable, qui au même moment continue de consoler ses proches avec un calme imperturbable. L'ombre qui planait sur la fête vient de trouver son ancrage matériel dans la réalité. L'étau commence inexorablement à se resserrer autour de Julien Moreau. La mystérieuse boîte, retrouvée abandonnée dans la nuit glaciale, sur le bord de cette route isolée, est immédiatement remise à la police. Ce qui n'était encore quelques heures plus tôt qu'une angoissante attente familiale, dans un salon décoré pour les fêtes bascule soudainement et irrémédiablement dans la froide réalité d'une investigation criminelle majeure. La scène de la découverte est figée sous les projecteurs aveuglants des forces de l'ordre et l'objet est acheminé avec d'infinies précautions vers les laboratoires de la police scientifique. Dans ces pièces stériles baignées par la lumière, crus des néons, le contenant et son contenu sont examinés avec une précision chirurgicale. Les techniciens en identification criminelle traquent la moindre empreinte, la plus infime fibre ou trace biologique.
Et très rapidement, les secrets que renferme cet objet attirent toute l'attention des enquêteurs chevronnés. Les éléments matériels mis en évidence sont accablants. Ils font rapidement le lien direct et irréfutable avec la disparition inquiétante signalée plus tôt dans la soirée. Il ne s'agit plus de la fugue tragique ou de l'accident malheureux d'un invité en retard. La nature même de la découverte démontre une volonté implacable de dissimulation, la signature d'un acte délibéré pensé et exécuté par un esprit calculateur. Dès cet instant, la puissante et méthodique machinerie de la police judiciaire est déclenchée. Les unités de terrain cèdent la place aux officiers spécialisés dans les affaires criminelles complexes. La transition est d'une violence psychologique inouïe pour la famille de Claire, brutalement extirpée de son foyer pour être convoquée dans les locaux austères du commissariat central. Les couloirs peints d'un blanc fatigué et l'écho métallique des portes contrastent cruellement avec la chaleur du feu de cheminée qu'ils viennent de quitter. Claire s'y avance comme un automate, le regard vide le corps engourdi par l'épuisement et le choc. Pourtant, au plus profond de son être, la terreur de la disparition se mêle désormais à une appréhension bien plus sourde et intime. Les mois de doute silencieux, les mensonges accumulés et les incohérences de son mari résonnent en elle avec une clarté nouvelle et terrifiante. Dans la salle de crise, un tableau blanc est dressé, destiné à devenir le centre névralgique de la réflexion policière. Pour reconstruire le puzzle de cette tragédie, les questions fondamentales s'enchaînent avec un rythme effréné, qui a vu la victime en dernier. À quelle heure exacte s'est produit ce dernier contact avéré? Où est-elle allée? Ensuite, et quels ont été ses derniers mouvements? Avant que le silence ne s'abatte, les enquêteurs savent d'expérience que dans l'immense majorité des cas, la vérité ne se trouve pas dans l'intervention hasardeuse d'un rôdeur. Inconnu, mais bien au cœur même du cercle relationnel le plus proche. La chronologie des jours et des heures précédant le drame devient l'enjeu absolu. Il faut disséquer chaque emploi du temps, vérifier chaque alibi et écouter chaque membre de la famille. C'est dans ce climat de tension extrême que débutent les premières auditions. Chaque proche est reçu individuellement dans un bureau exigu pour livrer sa version des faits. Julien, en tant que pièce centrale de la famille et figure d'autorité rassurante depuis le début de la crise, est évidemment l'un des premiers à s'asseoir face aux inspecteurs. Lorsqu'il pénètre dans la salle d'interrogatoire, son attitude contraste de manière troublante avec le désespoir qui ronge le reste de la famille. Julien ne montre aucun signe d'anxiété paralysante. Au contraire, il déploie instinctivement ce même arsenal comportemental redoutable qui a fait sa réputation dans les dîners mondains d'Orléans. Il ne se présente pas comme un homme dont le monde s'écroule, mais plutôt comme le partenaire providentiel des forces de l'ordre, l'esprit lucide, venu les aider à résoudre ce mystère. Il prend place, croise les mains sur la table avec une gestuelle ouverte et fixe l'officier de police judiciaire avec ce regard profond et compatissant qui a si souvent désarmé Claire. Sa voix est parfaitement posée, rythmée par de lourds soupirs, censés illustrer l'accablement d'un homme digne face à l'adversité. Julien répond aux questions de routine avec une fluidité déconcertante. Il anticipe les demandes, fournit de lui-même des détails supplémentaires pour démontrer l'étendue de sa coopération. Fidèle à sa nature de prédateur social, il tente de reproduire la dynamique asymétrique qu'il maîtrise à la perfection, instaurer une connivence, séduire intellectuellement son interlocuteur. Il glisse subtilement de prétendues inquiétudes qu'il aurait eues récemment quant à l'état d'esprit de la victime, préparant habilement le terrain pour orienter l'enquête vers des pistes alternatives qui l'éloigneraient de tout soupçon. Cependant, le bureau d'un enquêteur criminel n'est pas un salon de réception. Et l'officier qui lui fait face n'est pas un invité crédule subjugué par son charisme. Les policiers sont formés à l'analyse du langage non verbal, à la détection de la dissonance cognitive et aux structures de la dissimulation. L'inspecteur l'écoute attentivement, sans l'interrompre, la pointe de son stylo, glissant silencieusement sur son carnet. Très vite, une impression dérangeante s'installe. Le récit de Julien est trop lisse, trop symétrique, d'une perfection narrative absolue. La psychologie humaine, confrontée à un traumatisme soudain, génère des discours fragmentés remplis de doutes, de pauses et de confusion.
La déclaration de Julien, en revanche, ressemble à une partition apprise par cœur récitée sans qu'une seule note émotionnelle ne vienne en perturber la cadence. Plus troublant encore, l'enquêteur perçoit un détachement singulier chez cet homme lorsqu'il évoque des moments cruciaux de son emploi du temps récent. Julien s'attarde avec une précision maniaque sur des détails logistiques d'une banalité affligeante, tout en survolant avec une agilité verbale, suspecte les créneaux horaires exacts où ces déplacements auraient pu croiser ceux de la victime. Impassible, le policier commence à relancer Julien sur ces zones d'ombre spécifiques, modifiant légèrement la formulation de ses questions, effectuant des retours en arrière inattendus pour tester l'élasticité de la vérité qu'on lui présente. Julien, fort de son arrogance intellectuelle, et persuadé de dominer la situation, s'adapte en temps réel. Il modifie ses réponses à la marge, invoque soudainement un trou de mémoire mineur qu'il s'empresse de colmater par une nouvelle explication alambiquée. Mais dans l'enceinte de cette pièce close, le jeu de miroir déformant commence à se fissurer. Ce flot ininterrompu de justifications complexes, cette mécanique d'évitement qui a si longtemps réduit Claire au silence et à la confusion, ne produit ici aucun effet d'intimidation. Les officiers consignent chaque mot, chaque hésitation imperceptible, chaque rectification de dernière minute. Ils ne le contredisent pas encore, frontalement préférant laisser l'acteur s'enivrer de son propre texte. À l'issue de cette première audition, Julien quitte le bureau avec la certitude hautaine d'avoir donné le change et conforté son image d'homme irréprochable. Pourtant, derrière la porte qui vient de se refermer, le silence de l'inspecteur est lourd de sens. Le charme n'a pas opéré. L'intuition policière vient de cibler sa proie, et très vite tous les regards convergent inexorablement vers un seul homme, Julien. Le compte à rebours vers l'effondrement de son illusion vient d'être lancé. Dans le secret des bureaux de la brigade criminelle, loin du regard du public et des artifices mondains, une autre bataille s'engage, celle des faits bruts contre la séduction des mots. Les enquêteurs de la police judiciaire ne se laissent pas distraire par le vernis d'honorabilité que Julien Moreau s'évertue à projeter. Pour ces professionnels de l'investigation, les paroles, aussi séduisantes et articulées soient-elles, ne constituent qu'une hypothèse de travail qu'il convient de soumettre au crible impitoyable de la preuve matérielle. Un travail de fourmi méthodique et silencieux commence alors dans les sous-sols du commissariat. Les officiers épluchent méticuleusement chacune des déclarations passées de Julien, ligne par ligne, minute par minute, confrontant chaque affirmation à la réalité technique et numérique de son environnement, l'époque où un manipulateur habile pouvait faire illusion par le simple pouvoir de sa rhétorique appartient au passé. Dans le monde moderne, chaque individu laisse derrière lui une empreinte numérique invisible mais indélébile. Les réquisitions judiciaires pleuvent sur les opérateurs de téléphonie mobile, les établissements bancaires et les gestionnaires de réseaux routiers. En l'espace de quelques heures, la vie de Julien Moreau est cartographiée avec une précision d'orfèvre. Les données de bornage de son téléphone portable sont extraites et superposées à la carte de la métropole orléanaise. Les relevés de ces cartes de crédit, les passages au péage autoroutier et les images captées par les caméras de vidéosurveillance disséminées dans la ville et sur les grands axes périphériques sont réunis au sein d'un même dossier volumineux. C'est à cet instant précis que la construction narrative de Julien commence à se heurter à un mur infranchissable. Les récits autrefois si fluides qui avaient suffi à endormir la méfiance de Claire et à charmer son entourage se révèlent d'une fragilité dérisoire face à la géolocalisation des relais téléphoniques. Julien avait affirmé avoir passé l'après-midi précédant le drame dans un centre commercial bondé du centre-ville, occupé à faire des achats de dernière minute. Or, les relevés techniques racontent une toute autre histoire. Son téléphone n'a jamais déclenché les antennes du cœur d'Orléans à ces heures-là. Il a borné de manière répétée et persistante le long des zones isolées de la périphérie nord, précisément dans le secteur où la boîte mystérieuse a été découverte abandonnée quelques heures plus tard. Plus les policiers creusent, plus le vernis s'écaille avec une rapidité vertigineuse. Les alibis s'effondrent les uns après les autres comme de vulgaires châteaux de cartes. Le prétendu rendez-vous professionnel avec un investisseur parisien. Une fiction totale, aucun train réservé, aucun contact téléphonique retrouvé, aucune trace dans les registres de l'entreprise concernée.
L'ami d'enfance qu'il prétendait avoir conseillé et soutenu moralement lors d'une escapade contactée par les enquêteurs, cet homme tombe des nues affirmant n'avoir eu aucun échange avec Julien depuis plusieurs mois. Les moindres détails de son emploi du temps, ces histoires complexes et alambiquées avec lesquelles il saturait l'esprit de Claire pour désamorcer ses questions, se révèlent n'être que des écrans de fumée, des décors de théâtre sans fondation réelle. Face à cette accumulation écrasante d'incohérences, la police décide de convoquer à nouveau Julien Moreau pour une audition décisive. Cette fois, la dynamique de la pièce a radicalement changé. L'atmosphère n'est plus à l'échange cordial ou à l'écoute bienveillante d'un témoin clé. Lorsque Julien s'installe sur la chaise en métal face aux 2 inspecteurs en charge du dossier, il ressent immédiatement la froideur presque mécanique qui règne dans la pièce. Son regard scrute les visages fermés des officiers, cherchant cette faille d'empathie qu'il a l'habitude d'exploiter chez ses interlocuteurs. Mais en face de lui, il ne trouve que le silence impavide de fonctionnaires aguerris. L'interrogatoire commence sur un ton neutre. Les enquêteurs lui demandent de réitérer, dans l'ordre chronologique, ses déplacements de la veille. Confiant dans son pouvoir de persuasion, Julien reprend sa partition avec cette même assurance arrogante, ponctuant ses phrases de sourires polis et de gestes mesurés. Mais cette fois-ci, les policiers ne le laissent pas dérouler sa fable. Dès la première divergence, l'inspecteur pose calmement une feuille de papier sur la table. C'est le relevé technique de sa ligne mobile. L'officier pointe du doigt l'horodatage précis et la localisation de l'antenne, relais demandant une explication simple sur la présence de son appareil à des kilomètres du lieu où il prétendait se trouver. Pour la première fois depuis des années, le masque de Julien Moreau vacille. Un silence lourd s'abat sur la pièce. Le regard de l'homme se fige un instant, trahissant une panique intérieure fulgurante avant que ses réflexes de manipulateur ne reprennent le dessus. Il tente immédiatement de réajuster sa version, improvisant une explication bancale, affirmant qu'il avait oublié un détour impromptu pour admirer un paysage ou chercher un magasin particulier. Mais à peine a-t-il fini de formuler cette nouvelle fable qu'une 2e pièce à conviction est abattue sur la table, l'enregistrement vidéo d'une station-service périphérique montrant son véhicule bifurquant vers la route départementale isolée. Chaque tentative de fuite verbale est instantanément neutralisée par un élément matériel indiscutable. L'arsenal psychologique qui avait fait de Julien le roi des soirées mondaines devient soudain totalement inopérant. Devant des données scientifiques et des enregistrements irréfutables, le charme ne sert à rien. Les sourires n'ont plus aucune prise. Les labyrinthes sémantiques dans lesquels il enfermait sa femme se referment désormais sur lui-même comme un piège d'acier. Julien commence à transpirer, ses mains se crispent sur ses genoux et le ton de sa voix, autrefois si harmonieux et convaincant, perd de son éclat pour laisser poindre une nervosité fébrile. La légende du mari parfait de l'homme au-dessus de tout soupçon est en train de mourir sous les néons blafards de la garde à vue. Les mensonges accumulés depuis des années, cette double vie nourrie d'artifices et d'inventions permanentes, cessant d'être un bouclier pour devenir la preuve flagrante de sa culpabilité et de sa duplicité. L'étau policier est désormais totalement refermé sur le plan technique. Pourtant, pour saisir l'entière mesure de cette imposture et comprendre comment un tel individu a pu tromper son monde pendant si longtemps, les enquêteurs doivent explorer un dernier territoire plus intime et plus effrayant encore, celui des souvenirs gravés sur pellicule. Une ultime confrontation avec le passé s'impose où l'image du bonheur familial va révéler toute sa dimension cauchemardesque. Dans le cadre de la perquisition menée au domicile conjugal, les enquêteurs ne recherchent pas seulement des indices matériels classiques. Ils saisissent l'intégralité des supports numériques accumulés au fil des années. Des disques durs, des clés USB, des cartes mémoire et des dizaines de cassettes vidéo familiales sont transportés dans les locaux de la police technique et scientifique. Ces mêmes images qui, autrefois, suscitaient l'émerveillement des proches lors des dîners de famille, et servaient de preuve irréfutable d'un bonheur sans faille, vont désormais faire l'objet d'un examen méthodique et glacial. Pour les analystes de la brigade criminelle, ces archives visuelles ne racontent plus une histoire d'amour provinciale. Elles constituent la radiographie comportementale d'un simulateur d'exception.
Dans l'obscurité de la salle de visionnage, les écrans s'allumant les uns après les autres, les policiers ne regardent pas la fête avec les yeux d'un invité bienveillant. Ils traquent la vérité derrière chaque plan, chaque cadrage, chaque éclat de rire. Ils dissèquent les scènes de mariage, les anniversaires, les déjeuners au bord de la Loire, à la recherche des signaux faibles de la manipulation. Qui est présent dans le cadre, qui se tient à l'écart, quels sont les mots exacts prononcés par Julien lorsqu'il s'adresse à la caméra, et surtout, comment ces déclarations passées résonnent-elles avec les faits matériels désormais établis par l'enquête. Chaque seconde de film est passée au crible par des spécialistes du comportement humain. Le constat qui émerge de cette analyse est vertigineux. Ce qui passait pour de la spontanéité chaleureuse apparaît désormais comme une chorégraphie millimétrée. Julien ne vit pas les moments festifs, il les met en scène. À chaque fois qu'un objectif se tourne vers lui, son visage s'éclaire d'une expression de jubilation presque mécanique. Il attire Claire vers lui d'un geste protecteur, mais ses yeux ne la regardent pas, il vérifie en permanence la position de la lentille de la caméra, s'assurant que son propre profil est parfaitement mis en valeur. Dans plusieurs enregistrements, les policiers remarquent des micro-expressions troublantes. Dès que l'attention de l'opérateur se détourne un court instant, le visage de Julien s'éteint, laissant transparaître une froideur spectrale avant de se rallumer instantanément dès que l'objectif revient dans son axe. Le masque social est documenté seconde par seconde sur la bande magnétique. Convoqué au commissariat pour prendre connaissance des conclusions de l'instruction, Claire est invitée à visionner certains de ces extraits aux côtés des enquêteurs. Cette épreuve marque le point de non-retour de son existence. Assise dans ce bureau silencieux, fixant l'écran où s'animent des souvenirs qu'elle chérissait par-dessus, toute la jeune femme est frappée par une révélation dévastatrice. Les incohérences qu'elle s'était évertuée à minimiser les mensonges, sur lesquels elle avait fermé les yeux par amour et par peur du conflit, prennent soudain un sens limpide et effroyable. Ce qu'elle prenait pour de la maladresse ou de la fatigue n'était que les signaux d'alarme étouffés d'une tragédie en marche. Elle revoit ce dîner d'été où Julien riait à gorge déployé tenant un toast à l'amitié éternelle, alors même que les enquêteurs ont démontré qu'il venait quelques heures auparavant de finaliser les préparatifs de ses tromperies les plus sombres. Elle observe ce mariage où il jurait fidélité et protection devant une assemblée en larmes, comprenant enfin que cette cérémonie grandiose n'était rien d'autre que l'érection d'un bouclier social destiné à rendre tout soupçon impossible. La violence du choc n'est pas seulement morale, elle est existentielle. Claire doit accepter l'insoutenable vérité l'homme, qu'elle a aimé l'homme avec qui elle a partagé son lit, et bâti ses projets d'avenir n'a jamais existé. L'individu avec lequel elle vivait n'était qu'un rôle de composition, une projection flatteuse conçue pour manipuler son entourage et dissimuler une noirceur absolue. Face à l'avalanche de preuves numériques, techniques et comportementales, l'édifice de Julien Moreau s'est définitivement effondré. Il n'y a plus d'échappatoire rhétorique, plus de pirouettes verbales pour esquiver la réalité judiciaire. La justice reprend ses droits sur l'imposture. Pour la famille de Claire et l'ensemble de leur cercle social d'Orléans, la stupeur est totale. Comment un homme aussi prévenant, aussi apprécié de tous, capable de détendre n'importe quelle atmosphère et de faire rire une assemblée entière, a-t-il pu abriter une telle perversité sans que personne ne s'en aperçoive? La réponse réside dans la nature même du piège qu'il avait tendu en se plaçant en pleine lumière, au centre exact de la vie sociale. Il s'était rendu invisible à ceux qui ne cherchaient le mal que dans les recoins obscurs de la marginalité. Pour Claire, le chemin de la reconstruction sera long et douloureux. Les vidéos familiales, autrefois, conservées précieusement comme les reliques d'un amour sans nuages, ne sont plus que les archives glaçantes d'une supercherie mortelle. Elle raconte avec une cruauté silencieuse l'histoire d'une vie entière bâtie sur des rires enregistrés, des fêtes étincelantes et des mensonges calculés. Chaque image rappelle désormais que la frontière entre le charme et la duplicité peut être d'une minceur terrifiante. L'affaire Julien Moreau laisse derrière elle une leçon amère qui dépasse largement le cadre des faits divers orléanais. Elle nous confronte à la fragilité de nos certitudes et à la facilité déconcertante avec laquelle la psychologie humaine se laisse abuser par le spectacle des apparences.
Nous sommes naturellement enclins à faire confiance à ceux qui nous font rire, à ceux qui illuminent une pièce par leur simple présence, oubliant que la lumière la plus vive projette souvent les ombres les plus impénétrables. Car, en définitive, les prédateurs les plus dangereux ne portent pas de signes distinctifs, ils ne se terrent pas dans les ruelles désertes de la nuit. Ils sont parmi nous élégants et charismatiques, levant leur verre à notre santé au centre même de la fête.